Le ministre, Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, le jeudi dernier, au siège du PDCI RDA, il a été procédé au lancement des activités marquant la célébration du 80e anniversaire de ce parti politique. Et à cette occasion, la présence remarquée et très appréciée du RHDP a été saluée de tous. Pendant son intervention, Maître Blessy Chrysostome, avocat du parti et président du groupe parlementaire PDCI RDA, rejoint par la suite par le porte-parole des jeunes, ont plaidé en vue du retour sécurisé du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. Monsieur Ibrahim Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, qui représentait le chef de l'État à cette occasion-là, s'est engagé à transmettre l'information au niveau du chef de l'État. Est-ce que cette démarche a été observée? Si oui, quelles sont donc les conditions qui seront prises en vue donc de ce retour dit sécurisé du président du PDCI RDA? Ma seconde préoccupation est en relation avec le Parti des peuples africains PPACI qui organisera les 15, 16 et 17 mai prochains à Songon son congrès et sa fête de la Renaissance. L'année dernière, le site qui avait été choisi leur a été refusé au dernier moment. Est-ce que cette année, on doit s'attendre à pareil scénario ou bien le site de Songon pourra effectivement leur être délivré comme ils le souhaitent? Merci, Monsieur le ministre. Bien, merci bien pour votre première question. À partir du moment où vous-même vous avez dit que M. Ibrahim Sissé Bakongo représentait le président du parti, donc du RHDP, à cette activité du PDCI, souffrez qu'il réserve donc la primeur de son message au président du parti. Ici, je parle pas au nom du RHDP, je suis porte-parole du gouvernement, et d'après ce que j'ai compris, c'était une activité d'un parti politique qui a invité des partis politiques, et M. Sissé Bakongo y était certainement au titre donc du président du parti. Donc, il se fera certainement son compte-rendu au président du parti, et puis, donc c'est lui qui pourra vous dire s'il a passé le message. Pour ce qui est d'un retour sécurisé, bon, je n'ai pas de commentaire à faire. Peut-être que Maître Blessy a des informations dont nous ne disposons pas, mais je l'ai dit ici à ce pupitre, M. Tidiane Thiam est un citoyen ivoirien libre comme tout autre. Il est libre d'aller et de venir. Comme tous ceux qui sont hors du pays, je l'ai dit ici pour d'autres leaders politiques, ils peuvent rentrer dans le pays quand ils veulent, comme ils veulent. En tout cas, nous n'avons aucune connaissance de menace sur la sécurité de qui que ce soit. Donc peut-être qu'il faudra poser la question à Maître Blessy, il pourra vous en dire davantage. Beaucoup d'opposants sont rentrés, y compris de nombreux cadres du PPACI. Ils mènent leurs activités. Certains ont même retrouvé les postes qu'ils avaient abandonnés et continuent de travailler. Donc vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agit. Seul Maître Blessy peut vous en dire davantage. Pour la deuxième question, là, vous me demandez d'avoir une boule de cristal. Moi, je ne suis pas une autorité de Songon. Ceux qui peuvent accorder ou refuser un espace, ce soit les autorités préfectorales ou municipales. Il faudra peut-être poser la question donc aux différentes autorités administratives et municipales de cette localité. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama pour le Baromètre. Monsieur le ministre, la crise au Moyen-Orient a entraîné une pénurie d'engrais chimiques qui affecte les agriculteurs ivoiriens. Le gouvernement a-t-il prévu des solutions par rapport à ce problème? Et le 3 avril dernier, le lancement du rapport de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac a mis en exergue l'excellent travail de notre pays en matière de lutte contre le tabac, mais aussi permis de rappeler la non-application de lois prises, notamment le décret sur le conditionnement neutre, adopté en 2022 et dont la mise en vigueur était prévue 6 mois après. Qu'est-ce qui coince? Y a-t-il une pression de l'industrie du tabac à ce niveau quand on sait qu'en Europe, les industriels du tabac avaient été en justice pour tenter de contrecarrer cette disposition? Merci. Merci bien.
Le gouvernement a anticipé sur la crise au Moyen-Orient. Un certain nombre de mesures a pu être, je dirais, prises. Et à ce jour, vous avez remarqué que, contrairement à certains pays, au niveau de l'hydrocarbure, nous n'avons pas eu d'augmentation de coûts. Parce que nous avions bien anticipé donc, sur cette question. Nous avons de la même façon anticipé sur un certain nombre de questions qui font qu'on n'a pas pour le moment de choc inflationniste en ce qui concerne donc les produits de première nécessité, même si dans certains pays ça s'est déjà fait sentir. Il est vrai qu'il y a une crise aujourd'hui au niveau donc de l'engrais. Donc le ministère de l'Agriculture va très certainement se saisir de cette question, mais il existe des engrais de substitution vers lesquels nous sommes de plus en plus en train de nous orienter, notamment donc des engrais organiques qui peuvent être produits ici localement afin de réduire donc notre dépendance vis-à-vis donc des engrais chimiques qui pour la plupart sont importés. Donc il y a toutes ces mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. L'impact ne va pas se ressentir tout de suite, évidemment, puisque vous imaginez qu'il y avait déjà un stock, et puis le temps que l'on arrive à la phase de production, donc je dirais agricole, on espère que la crise donc aura connu une solution et qu'on n'aura pas véritablement d'impact sur les différentes productions agricoles. Toujours est-il qu'il existe des solutions de substitution vers lesquelles nous sommes en train donc de nous tourner de plus en plus. Nous avons une ferme volonté d'assurer donc notre autosuffisance en matière agricole. Et ça ne concerne pas que, je dirais, le semis et la récolte. Il y a tout ce qui va avec, notamment avec les intrants. Nous avons des institutions de recherche qui travaillent et si nous arrivons à vulgariser donc les engrais organiques, nous aurons apporté localement une réponse à cette dépendance donc des engrais chimiques qui pour la plupart sont fabriqués avec des matières premières qui nous viennent de l'étranger. Je pense avoir répondu. Ah oui, en ce qui concerne la mesure du tabac, je suis heureux que vous ayez noté qu'on a salué les efforts faits par le pays. Ça veut dire que nous sommes engagés dans cette lutte contre le tabac. Le ministère donc, du Commerce pourra répondre exactement à la question de savoir qu'est-ce qui bloque donc, dans la mise en application du conditionnement neutre. Mais vous savez que si on a pris un texte, il sera appliqué. Sinon, on le retire. Et ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour pour le moment. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qui empêche donc l'application de ce texte, mais je ne crois pas que ce soit l'industrie du tabac qui fasse blocage. Sinon, l'industrie du tabac aurait réussi à bloquer toutes les mesures que nous avions prises antérieurement et qui concernent donc la lutte contre le tabagisme dans notre pays. C'est une question de santé publique. Le ministère de la Santé sait combien de personnes d'Ivoiriens meurent du fait du tabagisme, qu'ils soient actifs ou passifs, et ça coûte à l'État, donc ça coûte certainement plus à l'État que de mettre en application donc des mesures telles que celle du conditionnement neutre, donc des paquets de cigarettes. Encore une fois, Monsieur le ministre, Kamaluddin Itaba de l'agence de presse Bloomberg. Très récemment, le ministre de l'Énergie a fait assez de sorties en Algérie, où il était pour quelques événements. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus d'investissements algériens ici en Côte d'Ivoire, quand on sait que le ministre d'État de l'Énergie également a dit que la Sonatrach, qui est la plus grande entreprise d'énergie de l'Algérie, va accompagner la Côte d'Ivoire au niveau du puits Baleine. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus d'investissements algériens au niveau de la Côte d'Ivoire, ou est-ce que ça permettrait, est-ce que ça veut dire que l'État ivoirien est en train de diversifier ses partenaires quand on sait que Eni est l'un des grands partenaires de la Côte d'Ivoire? Merci. L'État ivoirien a toujours diversifié ses partenaires. Nous voulons développer notre pays, nous voulons le développer vite, nous avons des objectifs. Le président a fixé le cap en annonçant sa volonté de faire de notre pays un pays émergent. Et donc, au nom de cela, nous allons avec tous ceux qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif et le plus vite possible.
Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie n'est pas encore entré pour faire le compte-rendu de sa mission. Mais si nous avons un intérêt à avoir l'Algérie comme partenaire dans le cadre des industries extractives, ils ont certainement une expérience, puisque c'est un pays producteur, donc, je dirais, de pétrole. Donc, nous pouvons bien sûr profiter de cette expérience de l'Algérie. Donc, nous sommes très ouverts. Vous avez vu que dans la poursuite de notre politique de développement, nous n'avons pas de chasse gardée. Nous ne sommes pas une chasse gardée. Vous avez parlé de Eni, qui est une entreprise italienne, qui est présente ici, en Côte d'Ivoire. Nous avons des entreprises dans l'industrie extractive d'Australie, nous avons des Américains, nous avons des Canadiens. Nous sommes ouverts à tous ceux qui peuvent nous permettre de nous développer et de nous développer vite. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase intermédiaire, puisque nous sommes parmi les pays donc à revenus intermédiaires de tranche supérieure, mais n'oubliez pas que le cap du président, c'est de faire de notre pays un pays émergent. Et pour cela, dans le respect de notre souveraineté, dans le respect des intérêts du pays, nous allons avec tous ceux qui peuvent nous accompagner, qu'ils soient chinois, japonais, américains, algériens, pourquoi pas, marocains. Vous avez vu comment est-ce que les Marocains sont présents aussi en Côte d'Ivoire. Ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif d'émergence, eh bien, nous sommes ouverts et nous préserverons toujours les intérêts de notre pays. Nous n'irons que vers les pays qui respectent notre pays et qui préservent donc nos intérêts. Il y a une relance. Monsieur Excellence. Oui, évidemment, aujourd'hui, tout le monde célèbre un peu le plan national de développement de la Côte d'Ivoire qui est à près de 114 000 milliards de francs CFA. C'est très intéressant. La question qui se pose, si la Côte d'Ivoire a cette vision, est-ce qu'au niveau des infrastructures, on peut avoir une idée de ce que vous avez, le gouvernement ivoirien, comme projet en termes d'infrastructures? Tout est dans le PND. Je ne peux pas vous dire ça de tête, parce que ce développement que nous voulons pour le pays ne peut pas aller sans les infrastructures, qu'elles soient routières, portuaires, aéroportuaires, énergétiques, notamment avec donc, la production d'énergie électrique. Nous avons traversé une période de crise, pas parce que nous ne produisons pas suffisamment d'énergie, mais parce que nous avions un souci avec le transport et la distribution de cette énergie. Ce problème est en train d'être réglé avec donc un plan d'urgence qui a été développé le plus vite possible, donc d'environ 32 milliards, j'en ai parlé ici. Il y a un programme plus vaste à l'échelle du pays. Donc on ne peut pas prétendre donc se développer sans investir massivement donc dans les infrastructures. Donc ce sera fait, mais tout est dans le PND, région par région, localité par localité. Donc vous avez un détail précis de nos besoins en infrastructure. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation à ce conseil de ce jour et je vous souhaite un bon appétit.